Yann applique un antiseptique afin de stopper l'infection. Et David arrose le corps pour éviter qu'il ne se déshydrate. Quelques secondes après qu'on lui ait administré un produit effaçant les effets de l'anesthésie, Makora, conscient, se relève et retrouve peu à peu ses forces. David et les Kerio, comme les autres gardiens, habitent dans les villages limitrophes de la réserve et tous les 2 mois rentrent chez eux. Avec leur salaire, ils achètent du bétail. C'est le père de David qui les accueille. Il est le chef du village, celui qui décide des migrations de la communauté en fonction de l'abondance des pâturages. Les femmes sont les gardiennes du village et la mère de David est leur représentante. C'est elle qui discute avec les hommes lorsqu'il y a des problèmes. À chacun de ses retours, David quitte rapidement son uniforme. Au village, ils sont plusieurs à exercer ce métier qui les éloigne de chez eux. Et tous, lorsqu'ils reviennent, retrouvent immédiatement leur place parmi les leurs. Pour les Maasai, l'Ewa est un endroit de paix. Et ceux qui y travaillent méritent attention et respect. David est heureux de saluer son père, sa mère, les enfants, mais surtout, il a envie de rejoindre le groupe des jeunes guerriers avec qui il a été élevé. Ces jeunes guerriers sont appelés les Ilmuran et sont pour David aussi importants que sa famille. Toute la société Maasai est stratifiée en groupes d'âge. Les garçons Maasai, encore adolescents, doivent partir seuls en brousse pour faire paître les troupeaux. Ils savent se défendre, mais en cas de danger extrême, on la consigne de prévenir le village. David est passé par ce stade. Il en garde des souvenirs de terreur, se rappelle les lions qui rôdaient autour du bétail qu'il devait protéger à tout prix. Le bétail est placé sous la responsabilité des hommes. Ce sont eux les propriétaires de la viande. Pour fêter le retour de son fils, le père de David a offert un bouc au jeune guerrier. Selon la tradition, avant de le sacrifier, le bouc doit être purifié avec un jus conservé dans une calebasse et emmené en dehors du village, loin du regard des autres. Les jeunes guerriers l'étouffent, puis l'émasculent, car il est interdit de consommer la chair et le sang d'un animal fertile. La tradition veut que les Ilmuran partagent tout, afin de pouvoir progresser ensemble dans l'existence. Et David aime alors raconter son expérience à l'Ewa. À travers David, ses compagnons comprennent que les temps changent, que préserver la faune les aide à préserver leur mode de vie ancestral. Si la savane n'est plus la même, à terme, ils seront obligés de partir, de gagner les faubourgs des grandes villes. Si la viande est la propriété des hommes, le lait, lui, est celle des femmes. Elles ont la responsabilité de traire les bêtes et d'entretenir les calebasses dans lesquelles on boit le lait.
Au village, il est interdit de mélanger le lait avec la viande, et les femmes se tiennent donc à l'écart des hommes. La légende Maasai raconte qu'à l'origine, hommes et femmes formaient deux tribus séparées, vivant chacune de leur côté. Aujourd'hui encore, la scission est présente, et chaque tribu dépend l'une de l'autre pour sa consommation de viande et de lait. Après une semaine chez les siens, David retrouve son uniforme. Il s'est rapidement adapté à ces deux modes de vie très différents et ne saurait dire lequel des deux il préfère. Que ce soit son village ou l'Ewa, il y retourne toujours avec plaisir. David et les Kerio ont pour mission de localiser un éléphant porteur d'un radiotransmetteur, le tracker. Quand David et les Kerio sont sur le terrain des éléphants, ils font toujours extrêmement attention. On ne se méfie jamais assez de leur rapidité. De nombreuses histoires Maasai relatent de tragiques accidents avec l'animal. Attirés par la tranquillité qui règne à l'Ewa, lors des dernières pluies, les troupeaux ont franchi la porte de la réserve. Actuellement, plus de 200 éléphants y vivent. C'est une population beaucoup trop importante pour un si petit espace et pour de si gros mangeurs. Les problèmes de nourriture ne vont pas tarder à surgir. Si la réserve a décidé d'équiper certaines bêtes de trackers, c'est pour les localiser et mieux comprendre leurs mouvements migratoires. Régulièrement, Yann échange avec les autres réserves du Kenya ces informations, car l'éléphant, comme le rhinocéros, est la cible des trafiquants.